On continue sur notre série de vidéos rares, de vidéos virales, de vidéos de guitaristes connus si possible, où je vais réagir et analyser leurs prestations. Et je suis tombé sur cette vidéo de Eric Clapton en train de jouer de la guitare acoustique, en train de jouer la version acoustique de Layla sur l'Unplugged MTV de 1992. Vous allez me dire, mais t'es tombé sur la tête. Enfin, on l'a entendu 100 000 fois. Celle-là ne me dit pas que tu vas nous parler de ce morceau. Vous l'avez entendu 100 000 fois, oui. Mais est-ce que vous l'avez écouté une seule fois? Eh bien, c'est de ceci dont il est question parce que cette vidéo, elle va nous apprendre énormément en fait sur le jeu de Eric Clapton, sur sa manière d'aborder la scène et ça va nous permettre également de répondre à cette vieille question. Est-ce que Eric Clapton est un guitariste surcoté? Cette question, à la fin de cette vidéo, vous ne vous la poserez plus et vous pourrez répondre quand on vous la posera. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble et après, on revient sur les différents passages et on va analyser ça. C'est parti. À l'époque, bien personne ne l'avait jamais entendu ce morceau, il n'était pas sûr qu'on le reconnaisse parce qu'il l'a complètement transformé avec un groove de swing sans reprendre le thème très connu de la guitare lead. Le petit solo mineur avec ce groove de swing. Et ça, c'est une impro, on va le voir tout à l'heure. On va faire un petit signe à son groupe. Ce morceau, on le connaît bien aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas évident pour lui. Il prenait un certain risque, un risque artistique, puisqu'il y a ce fameux petit motif emblématique, iconique. C'est l'un des riffs les plus populaires de la guitare électrique. Donc il avait tout intérêt, en fait, enfin, tout intérêt, il avait surtout tout à perdre, à ne pas le rejouer. Il l'a transformé complètement. Et si vous écoutez bien, en fait, seul le piano va le rejouer, ce petit passage. Écoutez bien le piano. Voilà ce que fait le piano qui vient en fait en support, c'est-à-dire que même les autres musiciens ont du mal en fait à accepter l'idée qu'on se débarrasse complètement de ce qui fait l'identité de Layla. Il amène ça avec un rythme en shuffle qui est également quelque chose de très nouveau. Pareil, le solo, il va reprendre ce rythme-là. Quelque chose qu'il aurait pu faire pour le solo, c'est simplement eh bien, jouer avec un petit mode swing. Au lieu de suivre la sécurité de jouer un thème convenu, eh bien, il part sur une improvisation avec un solo mineur. Et c'est très très intéressant ce qu'il fait. On regarde. Donc ça, j'ai toujours du mal à croire que c'est une improvisation tellement c'est bien écrit. Les accords, eh bien, c'est un Ré mineur, Do, Si bémol, Do. Il va suivre une gamme de Ré mineur naturel. Donc celle-là, vous devez la connaître. Ce solo, il me plaît vraiment pour la variété des motifs. Bon, déjà, il va jouer les triades de Ré mineur. Avec ces petites appoggiatures, il va y avoir des slides. Il va reprendre un phrasé mineur qui fait très pentatonique, mais qui est bon, la gamme. Il retombe sur ses pieds. Donc là, on est bien sur un Ré, la note fondamentale. Si c'est une impro, c'est quand même vachement bien trouvé d'avancer comme ça les notes hautes. Il redescend et on voit qu'il redescend le manche. Bon, vous savez, cette partie-là du manche, c'est la zone basse du manche. Pour revenir sur son motif du début, et là, on voit que c'est le seul moment en fait où il hésite un petit peu avec ce petit appoggiature slidé pour revenir vers ses accords. Donc son solo, en fait, il va avoir quelques mesures pour aller jouer les notes hautes de manière totalement libre.
Et puis ensuite, il faut revenir à la rythmique avant de démarrer le couplet. Et il n'a pas une seconde de répit. C'est à cet instant-là qu'il va regarder les autres membres du groupe, un petit peu voilà, pour s'assurer que tout le monde est bien sur ce même passage. Et on voit qu'en plus d'être le performeur, il est le chef d'orchestre. Donc c'est un travail considérable, vous ne vous rendez pas compte, quand vous êtes juste guitariste et que vous accompagnez d'autres artistes, vous n'avez rien d'autre à faire que jouer en fait votre partie de guitare. Mais quand vous êtes la vedette du show, bon bah ça c'est des avantages, on est un peu mieux payé que les autres, mais vous devez vous assurer que les autres membres du groupe sont bien en train de jouer avec vous. Donc vous avez à échanger des regards, même si vous ne pouvez pas. Et d'ailleurs, à ce propos-là, Eric Clapton ne regarde pas beaucoup son manche. Ça va lui jouer des tours, on va le voir un petit peu plus tard, mais c'est vraiment impressionnant à quel point il regarde peu son manche, justement parce qu'il a ses interactions avec le groupe, avec le public. Au passage, dites, bon, on le sait tous, mais je le reprécise, il joue sur cette Martin 00042 qui, pour l'anecdote, elle a été vendue aux enchères en 2004 pour la coquette somme de 790 000 $. Le gilet de Kurt Cobain de l'Unplug, il a été aux enchères, je crois que c'était 340 000 $. Donc voilà, tout ce qui passe sur l'Unplug, ça vaut de l'or, ça se transforme en or. Comment être certain que c'est bien une improvisation? Après tout, ça pourrait être un solo écrit et c'est tellement bien joué qu'on dirait que c'est écrit parce qu'il a ses phrasés. Il va vraiment suivre les notes importantes et il revient beaucoup sur la note Ré, qui est évidemment la fondamentale de l'accord. Si vous regardez un petit peu ce que Clapton a fait dans sa carrière, vous allez voir que souvent, eh bien, la plupart du temps, il improvise. C'est-à-dire qu'il reste autour de motifs qu'il connaît déjà. Et il l'explique dans cette vidéo, en fait, où il a une approche à l'oreille. So what goes through your mind when you're about to start a solo? I go through all kinds of, I mean, and you've got a brief span of like 10 seconds before, you know, you've stopped singing and you think, right, I've got to play something now, and you go through 100 different changes in your head about what approach you're going to take. And usually, by the time you've gone through those changes, it's time, you see? And it's just like someone shoved you through a door and you've suddenly got to do an act. And you just start singing, for me, I just start singing. That's the groove, and it will be, that's just me singing, really. Donc il explique que son approche, c'est de jouer à l'oreille. Il n'a rien de préétabli, mais il sait à peu près ce qu'il va faire, évidemment. On voit qu'il suit des motifs de gamme qu'il connaît. Il va suivre les accords, mais il va suivre en fait les notes importantes de l'accord. Il va rester dans la même gamme, il ne va pas changer de gamme. Et par exemple, si une gamme, on va dire une gamme mineure pentatonique, elle contient la fondamentale du premier accord et la tierce mineure, on va dire, du deuxième accord, eh bien c'est tout bon, il va juste suivre ces notes importantes et rester sur sa même gamme. On le sait également si on regarde la version de la répétition. En fait, c'est plus la même chose, on va regarder ensemble ce qu'il va jouer. Je me demande si c'est pas plutôt un soundcheck, si c'est pas une balance son, plus qu'une répétition. Vous allez me dire c'est la même chose, et puis s'il joue le morceau en entier, bon, ça fait l'effet. Il démarre à peu près la même chose, mais là, voilà, il fait des choses répétitives. Donc là, on voit qu'il ne sait pas trop où il veut aller. Dans la version répétition, donc, on voit que c'est très approximatif. En fait, son jeu est très loin du solo hyper inspiré qu'il va faire après. Mais ça montre en fait qu'il n'a pas préécrit ce solo. Et je pense que la vérité, elle se situe en fait entre les deux. C'est un solo qu'il a affiné au fur et à mesure des répétitions. Et la version qu'on a, la version officielle, il est pratiquement sûr des notes qu'il va jouer. Et c'est pour ça que ça sonne en fait aussi fluide et pour ça qu'il y a ces phrasés qui sont aussi sympas. Je souhaite revenir sur le passage du couplet. Moi, je le trouve très très sympa parce qu'on entend vraiment sa voix très douce et j'aime beaucoup la voix de Eric Clapton. Donc
Donc on voit qu'il est un petit peu éloigné du micro, il s'en rapproche, mais il ne se colle pas au micro. Il a cette voix qui est très très douce. You've been wrong, hiding, hide. Il va ouvrir comme ça, laisser de l'espace. Hiding much too long. You know it's just your foolish pride. You know it's just... Donc il va absolument pas forcer sur sa voix, tout est très très coulé. Et c'est ça vraiment, j'aime beaucoup sa manière de chanter. Pour ceci, vous allez remarquer au passage que son fa dièse mineur, il le joue avec le pouce. Donc voilà, un détail intéressant. Alors je note au passage que le micro chant, c'est le Shure Beta 58A. C'est un micro très populaire en fait pour enregistrer, non, pour faire de la scène. Et donc là, voilà, il enregistre sa voix avec. Donc imaginez que en fait, l'album live le plus vendu de tous les temps, eh bien, la voix est enregistrée avec un micro à 170 €. Bon, ça nous donne donc un petit peu d'espoir. Un point sur lequel je souhaite revenir rapidement et qui en dit long en fait sur la polyvalence et la qualité en tant que guitariste de Eric Clapton, c'est qu'il prend la guitare acoustique, c'est plutôt un guitariste électrique, on le sait, et quand il prend la guitare acoustique, il n'essaye pas de reproduire les schémas de la guitare électrique, un défaut qu'ont souvent les guitaristes électriques. Quand ils prennent une guitare acoustique, c'est qu'ils vont jouer trop près du chevalet, c'est-à-dire que ça va faire... Pareil pour les solos. Et ça, c'est un petit peu fatigant parce qu'une guitare acoustique, pour en faire ressortir le meilleur, il faut vraiment jouer bien au-dessus, devant la rosace, en fait, en face. Vous pouvez bien sûr nuancer votre jeu, ça c'est totalement différent si vous voulez. Mais avoir la main systématiquement bloquée près du chevalet, ça fait un son trop métallique qui est un petit peu fatigant et qui... Voilà, fait pas ressortir les propriétés acoustiques optimales d'une très belle guitare comme celle qu'il a entre les mains. Donc vraiment chapeau de s'adapter à son instrument et de ne pas essayer de faire ce qu'il fait sur une guitare électrique directement, en fait, ces vieux motifs auxquels il est habitué. Il n'essaie pas de les refaire sur la guitare acoustique, c'est très très bien. En fait, il adapte vraiment son jeu en fonction de l'instrument. Allez, on va passer au solo. Ça, c'est vraiment très très bluesy. Un motif répétitif. Super. Donc vraiment, mais ce solo, pour moi, c'est son meilleur solo. Après, c'est un avis personnel. Les fans de Clapton, dites-moi dans les commentaires le solo de Clapton que vous avez, que vous préférez. Il était sur sa rythmique. Il ne va pas sauter comme ça vers les cases hautes du manche. Il va se diriger vers cette station. Donc là, c'est Ré mineur naturel plus que Ré mineur pentatonique. Mais bon, peu importe puisque c'est autour de cette triade. Qu'est-ce que c'est ça? 5, 6, 7, c'est un Ré mineur, c'est une triade de Ré mineur. Et vraiment le phraser avec le blues scale. Là, ça amène, pardon, je cherche mes mots parce que ce solo, il est en deux parties. Il y a le solo de l'intro et le solo du milieu. Et le solo du milieu est beaucoup plus intense. Il est beaucoup plus... Là, il sort les phrasés bluesy avec beaucoup de dynamique. Ça, c'est vraiment... Voilà, c'est des trucs de Robert Johnson. Il y a tous ces phrasés magnifiques en plus où à chaque fois, il va revenir... Il va retomber sur ses pattes. Il y en a un que j'adore en particulier. Et donc, quand je dis retomber sur ses pattes, c'est qu'il va se retrouver en fait sur la fondamentale de son accord. Et quand on joue quand même, il joue assez vite, il improvise avec des phrasés assez rapides. On voit qu'il ne cherche pas les notes sur le manche, que tout est très fluide. Ça, c'est vraiment impressionnant. Et c'est vraiment très différent en fait de ce qu'il a fait dans la version en répétition, qui est, bon, bah, on va le lâcher, hein. C'est pas terrible la répète, mais je pense vraiment que c'était plus un soundcheck où il n'a pas essayé de jouer quoi que ce soit de particulier. Et là, voilà, on voit qu'il essaie de faire quelque chose de rythmique. Et curieusement, il va dans les parties hautes de sa guitare.
qui en fait, ça lui pose plus une difficulté qu'autre chose. On sent que voilà, c'est beaucoup plus, la main se déplace aléatoirement sur les stations du manche qu'il a déjà repérées au préalable. Mais voilà, on sait plus... ce genre de solo qui, même s'il n'a pas utilisé la gamme mineure pentatonique exactement comme ça, où voilà, les notes sont raisonnablement les bonnes, puisque on est dans la bonne tonalité, mais en fait, ça sonne pas terrible, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de phrasé. À la fin de la chanson, c'est intéressant, on voit qu'ils ont travaillé l'harmonie de la voix, on va la mettre. Donc ils vont terminer le morceau de manière très carrée, avec cette harmonie, avec ses choristes. Et là encore, voilà, une petite phrase à la guitare. Et ça, c'est très calculé, hein, c'est quelque chose qui a été répété. Donc là, voilà, pour la fin du morceau, on va faire comme ça. Darling, won't you please my worry mine. Et ça, c'est un truc qu'ils ont convenu de faire ensemble. Et là, c'est pas du tout... bon, voilà, entre musiciens, c'est pas improvisé. Mais malheureusement pour lui, la répétition, ben, à la fin, ça s'est pas très bien passé. On va regarder ça. Donc, cette harmonie, elle est faite aussi en répétition. Alors, on met la guitare. Ah! Alors, il s'est planté de cases. Voilà, il regardait pas son manche. Il le regarde très peu, son manche. Mais là... Et sa gamme mineure de Ré mineur, ben, il la démarre sur un Do à la cinquième case, pardon. Et en fait, il devait le faire. Voilà, il voulait terminer par ce phrasé-là. C'est une erreur de concentration. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à ce moment-là de la répétition, voilà, il est complètement concentré sur la fin du morceau, l'harmonie des voix, que les voix, avec ces deux choristes, elles soient bien calées rythmiquement. Et donc il ne pense pas du tout à son solo, et surtout, en fait, il ignore complètement ces dernières notes. Il sait que voilà, il y aura des notes à la fin, et il les fait de manière un petit peu machinale. Donc en fait, il prend ses repères. Ça ne lui serait pas arrivé dans une version live, entre guillemets. À ce moment-là, il aurait effectivement été totalement conscient que voilà, il y a ces petites notes de solo qui arrivent. Et ça, je suis vraiment convaincu. Ce n'est pas pour lui trouver des excuses, mais ça me semble évident. Et vous voyez dans la version scène, la version de l'album, ce grand sourire à la fin qu'il fait, parce qu'il est vraiment... on voit qu'il est content, qu'il est soulagé, que ça fonctionne aussi bien et ça fonctionne magnifiquement. Un autre point que j'ai vraiment apprécié de remarquer, c'est qu'il tape du pied quand il joue. Il est assis et là on voit qu'il utilise à la fois les deux pieds, pied droit, pied gauche, il alterne, ou alors des fois il va rester seulement avec un seul pied. Ça reste quelque chose de naturel pour lui de jouer de la guitare, de s'accompagner. Il a la guitare acoustique, il tape du pied et ça donne vraiment un côté authentique à la chose et on sent vraiment que quand quelqu'un tape du pied, ça veut dire qu'il a le morceau qui joue en lui. Il n'est pas simplement en train de poser son jeu sur une backing track. Il est la backing track. On voit souvent sur Internet des sujets du style les 10 guitaristes les plus surcotés et puis Eric Clapton fait souvent partie du lot. Et ça, c'est voilà, des sujets un petit peu putaclic pour provoquer une réaction ou pour avoir de l'attention. C'est pas toujours fait de manière méchante, c'est-à-dire des fois on veut parler de choses un petit peu plus profondes, mais voilà, on amène les choses comme ça. Tous les guitaristes ont leur opinion sur qui est surcoté et qui est sous-coté. Les guitaristes sous-cotés, il y en a des tonnes. Et évidemment, quand on est un très très grand nom de la guitare, il y a un petit risque qu'on finisse par devenir surcoté parce que voilà, on vous idolâtre. Et donc, quand on regarde de près, on se dit « Ouais, mais en fait, c'est pas si spécial que ça. » Le problème avec ceux qui critiquent Eric Clapton en disant que c'est un guitariste surcoté, ils ne se basent que en fait, sur les solos. Or, bon, déjà, si on se base sur les solos, on vient de voir quelque chose d'intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui est capable d'improviser sur scène des solos absolument magnifiques, avec des longs phrasés. Alors, c'est pas un déluge de notes, évidemment, mais c'est pas ça qu'on lui demande, parce que ça ne correspond pas à son style. Or, pour moi, le point le plus fort de Eric Clapton, eh bien, c'est que c'est un très grand songwriter, c'est-à-dire que c'est pas juste un guitariste. Il y a beaucoup de très très bons guitaristes sur Internet, mais il n'y a pas beaucoup de très très bons morceaux.
et écrire des grands morceaux, les Beatles sont très forts pour ça, mais il y a plein d'autres artistes, on ne va pas faire la liste. C'est ce qui fait qu'un guitariste, il devient très populaire. Il faut prendre en compte toutes les facettes d'un guitariste. Eric Clapton, c'est un chanteur, c'est un musicien, c'est un guitariste, c'est un songwriter, c'est un artiste, c'est un performeur, c'est un producteur. Il n'a pas joué que sur les albums d'Eric Clapton, il a joué sur les albums de tout le monde. Quand on prend tout ça en compte et quand on voit ce qu'il sait faire sur une guitare électrique, pas seulement des solos, mais il y a des riffs aussi. Pour moi, un Guitar Hero, c'est pas juste des bons solos, il faut avoir des riffs de légende. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. On voit qu'il lâche la guitare électrique, il prend une guitare acoustique et bam, il nous sort l'album live le plus vendu de tous les temps. Il n'y a pas que ce morceau, il y a tous les autres morceaux. Il y a le morceau, alors je me souviens plus, là je suis désolé, par contre je n'ai pas regardé. Il joue au slide avec une guitare slide. Et là encore, si ce n'est pas un signe de polyvalence, si ce n'est pas une preuve que c'est un guitariste extrêmement complet et extrêmement compétent, je ne sais pas ce qu'il vous faut les gars. Donc si on prend en compte tous les éléments que je viens de vous soumettre, eh bien là on peut dire que non, Eric Clapton, ce n'est absolument pas un guitariste qui est surcoté et qui mérite l'estime, bien que ses adorateurs lui portent. Voilà, écoutez, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ne détiens pas la vérité. Moi, les gars, je ne suis pas à la base un grand fan de Clapton, mais quand on a tout regardé, ou quand on a regardé beaucoup de choses, eh bien, on se rend compte que c'est un artiste extrêmement influent et pour toutes les bonnes raisons du monde. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo réaction et analyse. Bye bye.